Bonjour à tous, bienvenue dans la capsule vidéo sur comment est-ce qu'on peut faire planter notre navigateur web. Non, sérieusement, la capsule vidéo aujourd'hui, ça va être sur, dans le fond, les problèmes de performance qu'on peut avoir, surtout quand on manipule les éléments, dans le fond, du DOM puis du HTML avec notre JavaScript, et comment est-ce qu'on peut venir à bout de régler ces problèmes-là, c'est qu'ils sont souvent des problèmes liés aux performances. Donc, sans plus tarder, on vous lance avec un exemple. Donc, ici, vous allez voir dans mon HTML, j'ai le même HTML que l'exemple du dictionnaire qu'on a fait dans la dernière capsule vidéo. La seule différence, j'ai inclus un nouveau fichier ici JavaScript, puis bon, mon main, j'ai mis une coupe de commentaires, j'ai changé un petit peu pour qu'il soit un peu plus, un peu plus compréhensible à certains endroits. Euh, la grosse différence, c'est quand même ce fichier JavaScript-là. Essentiellement, dans mon main.js, j'ai enlevé bon, j'ai mis en commentaire pour le moment, là, mais j'ai enlevé tout l'objet euh, qui correspondait à mon dictionnaire. Et à la place, je l'ai mis essentiellement dans un fichier autre, dico.js. Ce fichier-là, en fait, c'est pas juste le dictionnaire que j'avais. Le dernière capsule vidéo, j'avais pris 3 mots qui se retrouvaient dans le dictionnaire, qui était ce fichier JavaScript-là, essentiellement, qui contient essentiellement à peu près tous les mots ou expressions de la langue française. Donc, il en contient vraiment beaucoup. Bon, je dirais pas tout, mais il en contient une bonne quantité. Euh, et c'est vraiment énorme, ok? C'est vraiment énorme. Ce fichier-là, juste pour vous donner une idée, là, il est en ce moment dans mon dossier JavaScript. Je ne l'ouvrirai pas avec Visual Studio Code parce qu'il y a des bonnes chances que mon logiciel plante parce que le fichier est trop gros. Euh, donc, moi, je ne l'ouvrirai pas dans un éditeur de texte, mais ça ne veut pas dire que ma page web ne sera pas quand même capable de l'ouvrir et de la comprendre. Donc ça, on va le laisser pour notre page web, essayer de l'ouvrir puis essayer d'être capable de faire fonctionner. Juste pour nous donner un exemple, dans le fond, d'à quel point c'est volumineux, dans mon main.js, en ce moment, la seule chose que je fais en haut, c'est que je fais un console.log, donc j'affiche dans la console JavaScript. Là, c'est un objet, puis il faut que j'aille compter le nombre de propriétés qu'il y a dans l'objet. Fait que je vais faire object.keys, ça va me chercher toutes les propriétés de mon objet, puis je fais un point length pour aller chercher sa longueur. Donc, on va sauvegarder ça. Bon, la première chose que vous allez voir, là, c'est que la page web, elle prend un certain temps à charger. Ça, c'est parce que le fichier est tellement gros euh, que ça va prendre un petit bout de temps avant que ma page web finisse de charger au complet. Euh, c'est principalement dû au fait qu'il faut qu'il prenne le texte, dans le fond, du fichier qui est quand même assez volumineux, puis qu'il essaie de le convertir, dans le fond, en données en mémoire. Donc, semblerait d'avoir fini. Je vais faire un inspect juste pour qu'il m'ouvre l'inspecteur de code. On va aller dans la console. Et vous allez voir ici, il va m'avoir affiché dans la console le nombre d'entrées qu'il y a à l'intérieur de mon dictionnaire. Il y a 1800, en fait 186 211 entrées. 186 211 entrées. Et ça, c'est juste les entrées des mots. Ça compte pas les différentes variations des mots qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça nous en fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, vous pouvez déjà commencer à voir où est-ce qu'on s'enligne avec ça. Euh, si je commence à utiliser ça dans ma page web, on va peut-être avoir certains problèmes. Donc, ce qu'on va faire, juste pour vous démontrer, on va décommenter tout le code. Ça, c'est le code qu'on avait dans la dernière capsule vidéo. Donc, j'ai ce code-là ici. Je viens de sauvegarder et on vient de rafraîchir et vous allez voir, là, on en a pour un certain moment. Bon, bienvenue dans le futur. Ça fait déjà 5 minutes que mon navigateur web essaie d'afficher la page. Il a finalement réussi à afficher la page. Probablement qu'en ce moment, ma mémoire vive de mon ordinateur, elle est complètement pleine. Euh, il a réussi à faire quelque chose, donc si je peux me déplacer dans la page, peut-être, si le navigateur réussit à avoir assez de mémoire pour le faire, vous allez voir que ça a pas l'air d'être très, 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 très réceptif en ce moment. Euh, donc, donc, c'est un des gros problèmes, si on traite beaucoup, beaucoup de données, donc à afficher dans une page web, on le voit tout de suite, là, premièrement, la page web, c'est clair qu'elle est très, très longue à charger, et c'est clair qu'on va avoir des problèmes au niveau du JavaScript quand il va devoir essayer de traiter toutes ces données-là. Ça peut être excessivement long. Donc, d'avance que charger le fichier en tant que tel était long, traiter la page ensuite, c'est encore plus long. Et là, on voit clairement, mon navigateur web aime vraiment pas ça. Il n'est même pas capable de scroller dans la page web. Donc, imaginez essayer de cliquer sur euh, une flèche pour l'ouvrir. Ça fonctionne vraiment pas bien en ce moment. C'est clair que si j'étais sur un ordinateur plus performant, je serais probablement capable de le faire fonctionner. En fait, avec une vitesse ou avec
dans le fond, beaucoup plus aisément, là. Moi, sur mon ordinateur, j'ai pas beaucoup de mémoire vive, donc c'est clair qu'en ce moment, c'est un problème. Je l'ai probablement rempli en ce moment, il a difficulté à le faire. Je suis en train de enregistrer une vidéo aussi par-dessus, donc en ce moment, il aime vraiment pas ça. On va voir comment est-ce qu'on peut essayer de trouver des solutions pour faire en sorte qu'on est capable, euh, dans le fond, de réduire ces problèmes de performance-là, puis essayer d'augmenter nos chances d'affichage correct au travers de notre navigateur web. Bon, la première chose qu'on va faire pour essayer d'améliorer nos performances, ça va être d'essayer de réduire la quantité d'informations qui est affichée dans notre navigateur à la fois. Ok? Donc en ce moment, afficher les centaines de milliers de mots en ce moment directement dans notre navigateur, c'est vraiment pas une bonne idée. Notre navigateur va manquer de mémoire et ça va être un problème. Donc ce qu'on va faire, premièrement, ça va être d'essayer on va lui donner une limite assez généreuse. On va lui dire affiche tout le temps 5000 mots à la fois à l'écran. On n'affichera pas plus que ça parce que sinon on sait que notre navigateur il va commencer à trouver ça difficile. Donc on va se créer facilement juste dans notre boucle, qui boucle au travers de nos mots, là, on va lui donner une limite, on va s'arranger pour qu'il affiche juste les 5000 premiers pour le moment. Donc on va mettre i qui est égal à 0 en partant. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un compteur, dans le fond, qui va compter le nombre de mots. Donc, il va s'augmenter. Puis, si on voit qu'il dépasse 5000, bon, on sait que il va déborder, fait qu'on va faire un break pour qu'il arrête. Donc, si je sauvegarde ça, vous allez voir que ma page va rafraîchir et si elle charge, ça va être quand même beaucoup plus rapide, ok? Donc, il faut qu'il charge sur le fichier, c'est quand même long. Il va falloir qu'il fasse l'affichage, ça prend quand même un certain temps. Mais on va avoir un délai beaucoup plus raisonnable que ce qu'on avait tantôt, un délai qui était de 5 minutes. Là, je peux vraiment juste parler par-dessus la vidéo, puis attendre que ça charge. Puis voilà, là, c'est chargé, il nous a chargé nos 5000 mots. Et notre page, elle répond encore. Je suis capable de déplacer dans ma page. Je suis capable d'ouvrir les différents mots pour aller voir c'est quoi leurs différentes, dans le fond, leurs différentes variations. Et tout fonctionne encore correctement. Donc, une fois que la page est chargée, ça fonctionne bien. En ce moment, son problème, c'est juste qu'elle est vraiment longue à charger. Là, vous allez peut-être me dire, hey, c'est juste plate, parce que là, je peux pas avoir toute l'information, j'ai juste les 5000 premiers mots. Comment est-ce qu'on pourrait peut-être s'organiser pour que ça fonctionne? Ben, il y a différentes façons de faire les choses. Il y a certains, si vous vouliez, mettons, afficher l'information du dictionnaire au complet, là, vous pourriez décider de fonctionner uniquement par recherche, donc de faire uniquement des recherches, comme ça réduirait déjà votre total, donc affichable, que vous montrez à l'écran de mots. Une autre technique pourrait être tout simplement d'afficher par lettre, sauf qu'il faudrait faire attention, c'est clair qu'il y a définitivement plus de mots qui commencent par la lettre S que de mots qui commencent par la lettre Z en français. Donc, peut-être qu'on aurait des mots, ou peut-être qu'on aurait une lettre qui serait un peu trop gros, puis que là, ça en afficherait beaucoup plus dans le fond, dans notre page, puis ça serait quand même très long à charger. Il y a des fois, ce qu'ils vont faire, certains sites web, c'est qu'ils vont juste charger, par exemple, les 5000 premiers, et que quand on descend, puis qu'on approche du 5 millième en bas, automatiquement, ils vont charger les 5000 d'après. Euh, donc ça, c'est une autre façon de faire les choses. Il y en a qui vont en bas complètement avoir un petit menu ici qui va vous permettre d'aller voir sur plusieurs pages. Donc, c'est plein de solutions comme ça qui vont nous permettre, entre autres, justement de réduire la charge qu'il y a sur la page web et que si vous ne mettez pas, tout simplement, ben, votre page web va planter ou le monde ne sera pas capable d'embarquer sur votre site web parce qu'il va être trop long à charger. Donc, c'est à faire attention. Pour le moment, je ne ferai pas aucune de ces solutions-là parce que pour la plupart, c'est assez complexe à implémenter. Puis il existe déjà du code en ligne. Il existe des librairies pour le faire pour nous en général. Sauf que ce qu'on va faire, tout simplement, on va le simuler pour l'instant en tout simplement en affichant les 5000 premiers mots tout le temps. Donc, pour le moment, c'est ce qu'on va faire, mais sachez qu'il existe des solutions quand même pour essayer de diminuer la quantité de données qu'on affiche en même temps d'un seul coup. Mais on va quand même avoir certains problèmes de performance à mettre à jour ici. Bon, la première option qu'on va essayer de faire pour essayer d'accélérer un peu notre chargement de page, ça va être de voir si on est capable de... Parce qu'en ce moment, là, ce qui se passe, c'est dès que ma page charge, il essaie de tout charger le HTML, de tout insérer d'un seul coup et après ça, de rafraîchir la page.
En fait, il va pas le faire tout d'un coup, il va ajouter puis il va essayer de re-renderer sans arrêt. Euh, Ça vient assez lourd et pendant tout ce temps-là, le navigateur est complètement bloqué. Le JavaScript continue de rouler, donc le navigateur peut pas rien faire, on peut pas interagir avec le navigateur, tout est bloqué. Donc la première tentative de ce qu'on pourrait faire, euh, ça serait tout simplement de dire, hey, à place d'ajouter directement euh, le mot à chaque fois directement dans HTML tel quel, on pourrait peut-être lui dire, hey, fais-le plus tard quand tu vas avoir le temps. Ça, c'est quelque chose qui en JavaScript se fait assez aisément. Dans d'autres langages, ça peut être plus difficile. En JavaScript, c'est quelque chose qui se fait assez aisément. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est la fonction setTimeout. La fonction setTimeout permet de dire, hey, quand tu vas avoir le temps ou dans un certain nombre de secondes, exécute une fonction en particulier. Dans notre cas, je ne vais pas créer de fonction à proprement parler à l'extérieur. Je vais me créer ce qu'on appelle une fonction anonyme. Donc, c'est une fonction que je crée directement à l'intérieur. Puis, il va l'exécuter automatiquement dès qu'il va rentrer, donc dès qu'il va avoir le setTimeout. Donc, le setTimeout, je vais mettre dedans le append child, donc où est-ce que j'ajoute le mot dans l'HTML. Fait que ça, dans le fond, ce que ça veut dire, ce que ça lui dit, c'est dès que tu vas avoir le temps, euh, ajoute le mot, dans le fond, au HTML. Et en ça, essentiellement, il va exécuter ce set timeout-là pour chacun des mots. Puis après ça, dès qu'il va avoir le temps pour chacun des mots, il va aller les ajouter dans HTML un après l'autre rapidement. L'avantage que cette solution a, c'est que ça va vraiment, vraiment beaucoup moins bloquer dans le fond, le navigateur. Le navigateur va répondre beaucoup plus rapidement. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il va les ajouter vraiment un par un, très, très, très rapidement. Donc, probablement, quand on va l'exécuter, vous allez voir la barre de défilement, là. Vous allez voir, là, elle va devenir tranquillement pas vite tout petite parce que il va continuer d'ajouter les éléments très, très rapidement, mais on va le voir quand même qu'il les ajoute dans notre page. Ceci étant dit, si on fait cette approche-là, on a légèrement besoin d'un peu plus de mémoire. On ne pourra pas faire directement ici comme on faisait, puis dire je définis mon mot à l'avance, puis je le réutilise. Parce que si on le réutilise ici, on perd la référence vers le mot, donc ça ne fonctionnera pas. Donc, on n'a pas le choix ici de recréer la variable à chaque fois. Je pourrais l'enlever d'ici rendu là. Puis juste en faisant ça là, ici, ça va faire que ma variable, elle est recréée à chaque fois. Puis vu qu'elle est recréée à chaque fois, là, ça va fonctionner. Il va être capable d'exécuter le set timeout dessus puis de le faire correctement. Donc si je sauvegarde ça, vous allez voir, notez bien la barre ici de défilement sur le navigateur web. Qu'est-ce qui va se passer quand il va finir de charger? Donc dès qu'il va commencer à charger, vous allez voir là, la barre, elle va commencer très grande, elle va rapetisser très 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 rapidement parce qu'il va insérer tous les éléments à l'intérieur. Donc, ça a été quand même très, très rapide. Je ne sais pas si vous l'avez vu, elle a commencé, puis elle a rapidement devenu tout petite parce qu'il faisait l'insertion à l'intérieur de la page web. Euh, bon, là, c'est pas nécessairement ce qu'il y a non plus de plus facile en ce moment. Le fait que je suis en enregistrement présentement sur cet ordinateur-là, les performances en ce moment de mon navigateur sont vraiment, vraiment moins bonnes. Donc, c'est plus difficile à voir aussi. La page est quand même plus longue à charger. On a vu que quand même, la solution n'a pas fait une si grosse différence que ça. Tout bloquait pareil au début. Mais ça reste bon, une solution qui pourrait être quand même intéressante pour des plus petits problèmes. Dans certains cas, juste de pouvoir le délayer et dire hey, quand tu vas avoir le temps, exécute-le. Donc, le set timeout peut être très pratique pour ça. Si vous vouliez aussi avec le set timeout, vous pourriez ajouter un deuxième paramètre. Dans ce cas-ci, on ne le fera pas. Mais par exemple, ici, vous pouvez ajouter un nombre de millisecondes dans laquelle vous voulez que la fonction s'exécute. Fait qu'on pourrait lui dire, hey, exécute ça juste dans 1000 millisecondes, donc dans une seconde, en fait. Au besoin, ça pourrait être quelque chose qui va être pratique. C'est super pratique, cette fonction-là, si vous avez besoin de faire, par exemple, des timers qui s'exécutent sans arrêt ou rafraîchir des éléments de votre page à certains intervalles. Donc, très pratique. Ça vous permet, entre autres, aussi de lui dire à votre navigateur de tout simplement exécuter du code quand il va avoir le temps, donc seulement dans le fond plus tard quand il va trouver du temps pour le faire. La prochaine technique va avoir définitivement des meilleures performances que la première, donc cette technique-là constitue probablement une des meilleures techniques là, pour faire l'ajout massif de données dans une page web. En fait, elle consiste simplement à bâtir une chaîne de HTML, donc bâtir littéralement une string qui contient l'HTML et directement insérer cette string-là à l'intérieur de notre élément HTML. Donc, essentiellement, à chaque fois qu'on fait un append child dans notre code, le append child, il va
dans le fond, essayer d'insérer l'élément, il va valider que tout fonctionne bien. Il va insérer à l'intérieur de l'élément dans le DOM du navigateur. Et tout ce travail-là prend excessivement beaucoup de temps. Alors que si on fait juste brancher directement le HTML, il y a un paquet de validation que le navigateur ne fait pas parce qu'il suppose que le HTML il est déjà correct, il est déjà valide. Donc, ça va se faire vraiment, vraiment beaucoup plus rapidement. Donc, vous allez voir, c'est pas nécessairement si compliqué à faire. La première chose que ça va nous prendre, c'est une variable pour accumuler notre HTML qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement créer une variable qui va contenir une chaîne vide, puis on va ajouter notre HTML dedans. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est, au lieu de faire un append child, on va le mettre en commentaire pour l'instant. Puis, ce qu'on va faire, c'est bâtir notre HTML. Donc, comment est-ce qu'on est capable de bâtir notre HTML avec ce qu'on a déjà jusqu'à date? On va utiliser le clone mot qu'on a bâti. Puis, dans le clone mot, on va aller chercher le children à la position 0. Essentiellement, si vous faites ça, ça va aller chercher le LI. Donc, si je m'en vais juste dans mon HTML, dans le template pour qu'on puisse voir, ça va aller chercher le LI principal ici, dans le template. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est .outerHTML. Là, la propriété outerHTML, elle est encore en développement. Okay? C'est pas tous les navigateurs qui la supportent. Si vous travaillez avec un navigateur qui ne le supporte pas, vous pouvez toujours utiliser innerHTML qui va vous retourner le HTML à l'intérieur du LI. Donc, ça vous retournerait juste ce qui est à l'intérieur. Et vous auriez juste besoin de rajouter la balise ouvrante et la balise fermante à la suite de tout ça. Si vous travaillez avec un navigateur qui supporte le outerHTML va retourner directement la balise aussi en plus de son contenu. Donc, ça peut être très pratique. Donc, dans ce cas-ci, c'est celle-là que je vais utiliser parce que ça s'en vient. Donc, c'est des propriétés qui sont pas nécessairement encore stables, mais qui vont être bientôt fixées. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ça à mon HTML. Donc, je vais faire plus égal ici. Et ça va l'ajouter à mon HTML. Ceci étant dit, en ce moment, je suis en train de me créer une grosse chaîne de HTML dans la mémoire, mais je ne suis pas encore en train de rien faire avec cette chaîne-là. Donc, ce que je vais faire ici, tout simplement, c'est que je vais l'insérer à mon HTML. Donc, en ce moment, mon HTML, mon UL, c'est dictionnaire. Ben, je vais vouloir l'ajouter au dictionnaire, donc à l'intérieur du dictionnaire, donc dans le inner HTML du dictionnaire. Juste en faisant ça ici, je devrais avoir des gains assez étonnants en performance. Ceci étant dit, ça pourrait quand même prendre un certain temps parce que je suis en train d'enregistrer. Ça peut être, bon, il y a plein de facteurs qui peuvent l'affecter, mais les délais devraient être quand même pas si mal que ça. En fait, déjà quand même une bonne amélioration. Voilà, la page est chargée. Donc, la page va se charger généralement un peu plus rapidement en faisant ça parce qu'il n'y aura pas de validation. Ceci étant dit, on peut quand même faire une amélioration à ça et c'est de le faire aussi pour nos variations. Donc, on va se créer ici une variable HTML pour nos variations. Fait que je vais l'appeler variation HTML qui va être une chaîne vide par défaut. En fait, on n'aura pas besoin de l'initialiser à une chaîne vide parce qu'on va l'initialiser à une chaîne vide à chaque fois qu'on recommence ici. Donc, variation HTML va être égale à une chaîne vide par défaut à chaque fois qu'on recommence. Et ici, ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simplement l'ajouter à chaque fois au lieu de faire le append child. Donc, on va mettre l'append child ici en commentaire. On va l'ajouter à notre HTML. Donc, on va faire sensiblement la même chose que ce qu'on avait fait ici. On va aller utiliser notre clone de variation. Puis, notre clone de variation, on va aller chercher le children à la position 0, qui est dans le fond notre LI à l'intérieur. On va aller chercher son outer HTML et on va l'ajouter comme ça. Si je fais ça, essentiellement, je viens de me débarrasser de dans toute l'ajout de toutes mes variations. Fait qu'il faut que je l'ajoute aussi à la fin. Donc, mes variations qui sont ici, c'est tout ce qui me reste dans le fond à aller chercher, puis à aller ajouter. Donc, je peux directement faire variation.innerHTML, puis on va dire va être égal à variation HTML. Et juste en faisant ça ici, je devrais avoir quand même un gain de performance encore assez significatif parce que partout où est-ce que je faisais ici, dans le fond, les insertions sans arrêt là, de mes clones, il va toutes les
combiner dans une seule chaîne HTML et l'ajouter directement ensuite dans le HTML, ce qui devrait sensiblement augmenter les performances. Bon, comme des raisons en ce moment, comme je dis, l'enregistrement puis tout ça fait qu'il n'y a pas une tonne de différence en ce moment sur le total de temps que ça prend, mais vous pourriez voir des gains de performance assez significatifs juste en faisant cette technique-là. Et si vous regardez, tout fonctionne encore. Donc, tout mon HTML est encore à l'intérieur. Tout fonctionne sans problème. La prochaine optimisation est intéressante parce qu'on peut l'utiliser conjointement avec celle qu'on a utilisée en dernier. Donc, on va faire une optimisation sur les événements. Donc, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on boucle au travers de tous les mots qui se retrouvent dans notre HTML et on ajoute les événements sur chacune des flèches. Essentiellement, en ce moment, on ajoute 5000 événements à notre page web et une page web n'aime pas tant que ça avoir autant d'événements que ça qui sont ajoutés dans le fond à l'intérieur d'elle-même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser de ces 5000 événements-là et on va les transformer en un seul événement. Donc, j'ai ici enlevé mon événement au complet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rajouter un événement, mais directement sur notre UL, donc sur le dictionnaire. Donc, le dictionnaire, on a déjà ici une variable qui contient le dictionnaire. On va directement se mettre un onClick dessus. Donc, l'intérêt de cette technique-là, vous allez voir, c'est qu'il va détecter le clic n'importe où dans le UL, sauf qu'on va exécuter le code uniquement si le clic se fait sur le triangle, donc sur la flèche. Donc, on va se créer une fonction ici. Et dans le fond, maintenant, dans la fonction, il faut que je regarde où est-ce que j'ai cliqué. Ce qu'on peut faire quand on crée une fonction onClick, on peut lui passer entre parenthèses ici un event. C'est un objet qu'on va recevoir quand l'événement va être lancé, donc quand le clic va être arrivé. Et l'objet contient un paquet d'infos sur c'est quoi l'événement en tant que tel, qu'est-ce qui s'est passé comme événement justement. Entre autres, on peut aller regarder le event.target. Event.target, ça dit sur quel élément on a cliqué. Donc nous autres ici, on va être capable de détecter qu'on a cliqué sur un élément, par exemple sur du vide, ou sur, par exemple, la flèche. C'est quoi qui distingue la flèche? Essentiellement, si on s'en va dans notre HTML, on va pouvoir voir que ce qui est intéressant de la flèche, c'est qu'elle a la classe flèche. Donc, nous autres, on va utiliser ça ici pour pouvoir la déterminer. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder target.classList. Puis, ensuite, on va mettre la méthode contain. La méthode contains va nous permettre de regarder si notre liste contient une certaine classe. Donc, ensuite, on va regarder si elle contient la classe flèche. Et si notre target contient la classe flèche, on va pouvoir exécuter notre code. Si on voit, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si elle ne détecte pas la classe flèche. On va tout simplement faire un return parce qu'on considère que on n'a rien trouvé. Donc, on va juste faire ça ici. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est si effectivement le clic se faisait sur la classe flèche, là, on va exécuter notre code. Donc, on va faire sensiblement ce qu'on avait fait ici. Donc, on va vouloir aller chercher dans le fond, la flèche, puis la changer de côté. Donc, si on a réussi à trouver notre flèche, si on sait qu'on a cliqué sur notre flèche, on va utiliser le même code ici. Puis ici, on va faire un toggle. Puis, on va faire un toggle de la classe bas, qui va nous permettre de, dans le fond, faire afficher ou, dans le fond, de faire changer la flèche de côté. Donc, la deuxième partie, ça va être, dans le fond, d'essayer de faire afficher et cacher, dans le fond, la liste des variantes du mot. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué à faire. La raison, c'est parce que on va falloir absolument qu'on trouve, dans le fond, dans notre HTML, la liste des variantes en fonction de la flèche sur laquelle on a cliqué. Heureusement, dans le fond, le DOM nous offre beaucoup de propriétés en JavaScript pour pouvoir le manipuler, aller chercher les parents, aller chercher, dans le fond, toutes ces propriétés-là. Si on va voir ici dans notre HTML, on va voir que si j'ai cliqué sur la flèche qui est ici, moi, ce que je veux, c'est les variations, donc le UL de variation ici, pour l'afficher et le cacher. Donc, le UL de variation, c'est quoi? Par rapport à ma flèche, si je m'en vais à ma flèche, je m'en vais aux parents de la flèche, puis ensuite, je m'en vais à l'élément suivant de cet élément parent-là, et j'ai mon UL de variation. Donc, c'est essentiellement ce que je vais faire en JavaScript. Donc, je vais retourner ici, je vais dire event.target,
qui est ma flèche. Puis ensuite, je vais lui dire d'aller chercher le parent element, qui va être dans le fond le div. Puis ensuite, je vais lui dire d'aller chercher next element sibling, qui lui dit va chercher le prochain, dans le fond, l'élément suivant donc, de ton parent dans ce cas-ci. Et cet élément-là, lui, qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais faire sensiblement la même chose. Je vais faire class list.toggle, puis on va lui faire un toggle de la classe visible. Et c'est sensiblement la même chose. Et le fait que j'ai juste un seul événement donc à aller chercher, le chargement de ma page devrait être excessivement plus rapide. J'aurais pas besoin d'ajouter 5000 événements, j'aurais juste besoin d'ajouter un seul, puis c'est tout. Ça va être beaucoup plus rapide à faire dans le fond. Puis dans le fond, l'événement du clic est aussi rapide dans le fond qu'avant. C'est juste parce que j'en ai moins. Bon, ceci étant dit, on le voit encore une fois, le fait que j'enregistre une vidéo en ce moment, mon navigateur aime pas vraiment. J'ai testé juste avant, pendant que je faisais pas un enregistrement, c'était déjà beaucoup plus rapide. On peut le voir ici. Tout fonctionne pareil quand même. Donc, je suis capable de les ouvrir séparément sans aucun problème. Et le chargement, comme je vous dis, est excessivement plus rapide. Fait qu'on peut même se débarrasser au complet du code qu'on avait avant. Et ça va être beaucoup plus efficace. La dernière optimisation qu'on va faire ensemble, c'est tout simplement une optimisation de mémoire. Donc, on voit ici que on crée beaucoup de variables dans notre JavaScript. Ces variables-là, ce qu'il faut penser, c'est qu'elles sont créées et elles sont laissées dans le fond directement, vu qu'on les a créées directement dans le fichier JavaScript tel quel, pas dans une fonction, pas dans un bloc, ni rien. Dans le fond, elles existent et elles continuent d'exister tout le long que ma page web existe parce que je les ai créées. Et c'est un peu énervant parce que essentiellement tout le code qui est exécuté ici à l'intérieur de ma page web est exécuté une seule fois, bien entendu à l'exception du code à l'intérieur des événements. Donc cette fonction aussi qui peut être répétée à chaque fois que je clique sur un élément. Mais même à ça, le code où est-ce qu'il est défini, le onClick, lui, est exécuté juste une fois au chargement de la page. Donc c'est un peu ridicule que je conserve en mémoire toutes ces variables-là alors que j'en ai plus besoin. Donc ce qu'on va souvent faire, c'est qu'on va se créer ce qu'on appelle un module. Donc, dans ce cas-ci, nous autres, notre module ne conservera pas de données. Il va tout simplement juste s'exécuter une fois et ensuite plus rien faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une fonction. Juste comme ceci, on lui donne aucun nom. On appelle ça une fonction anonyme quand on lui donne aucun nom. Puis la raison pour laquelle on lui donne aucun nom, c'est parce qu'on n'aura pas besoin. On va l'appeler une seule fois, cette fonction-là, et c'est ici. Donc, je la mets en parenthèse, cette fonction-là, et je mets les parenthèses d'exécution. Donc, ce code-là ici, tout ce qui serait à l'intérieur de la fonction est exécuté une seule fois parce que, dans le fond, directement quand il va ouvrir le fichier JavaScript, il va commencer d'en haut, il va voir qu'il y a une fonction entre parenthèses et vu qu'il va voir les deux parenthèses ensuite ici, il va dire « OK, il faut que je l'exécute », il va exécuter cette fonction-là et ensuite il va avoir fini. Toutes les variables qu'il y aurait à l'intérieur de la fonction, ben tout de suite après, ça lui dit il n'y en aurait plus besoin, donc il va tout faire le ménage, mais on sait que tout ce qui est à l'intérieur sera exécuté au moins une fois. Donc, c'est très pratique, comme vraiment, vraiment pratique. Nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va prendre tout notre code au complet de notre JavaScript qu'on a fait jusqu'à date. Puis nous autres, on veut effectivement que ça exécute uniquement une fois, ce code-là. Donc, on va aller le mettre dans cette fonction-là qu'on vient de créer anonyme. Donc, on va juste s'assurer de réindenter notre code. Et on sauvegarde. Et automatiquement, là, ce qu'on va avoir, c'est une économie de mémoire. On ne devrait pas avoir un trop gros impact sur le chargement de la page, mais au moins, une fois que la page est chargée, après ça, on va avoir quelque chose de plus rapide. On devrait demander moins de mémoire à notre navigateur. Donc, Google Chrome devrait prendre moins de mémoire sur notre ordinateur, ce qui va être vraiment, vraiment mieux. Et comme vous pouvez le constater, tout fonctionne comme d'habitude, sans aucun problème. Et comme je dis, on économise énormément en mémoire en faisant ça. Bon, il y en a peut-être là maintenant qui regardent ça et qui se disent « Ouais, Jonathan, c'est à cause que ça prend encore une éternité à charger ta page web. Ta page web est super longue à loader, ça prend super plein de temps, la page reste blanche pendant un bon bout de temps. Toutes tes optimisations que tu as faites, oui, ça a peut-être réussi à accélérer un peu le temps, mais on voit encore un délai puis c'est vraiment énervant. » Et je vous comprends, c'est tout à fait vrai.
Donc, c'est quoi les optimisations qu'on pourrait faire dépasser ça qui pourrait potentiellement accélérer les résultats pour notre page? Bien, je dirais qu'en ce moment, nous autres, le gros problème, c'est que oui, on affiche uniquement 5000 objets, sauf qu'on en charge quand même au-dessus de 100 000 parce que quand on ouvre le fichier JavaScript qui contient tous les mots du dictionnaire, on les charge quand même en mémoire, ce qui est excessivement lourd. Donc, il faudrait être capable d'en charger moins à la fois. Donc, si on avait juste besoin d'en charger 5000 à la fois, là, on serait correct, ça irait beaucoup plus rapidement. Comment qu'on peut faire ça? Ben là, c'est là le problème. En fait, ça se fait très bien, sauf que ça sort vraiment du cadre du cours. En général, pour faire ça, on va utiliser des serveurs web, on va utiliser des bases de données, un paquet d'outils qui sont dans un ensemble web qui nous aident vraiment énormément et qui sont disponibles. Sauf que pour le cadre du cours, où est-ce qu'en ce moment ici, on essaye juste de vous montrer comment faire vos propres pages web, travailler avec le HTML, le CSS, un peu de JavaScript, ça sort largement du cadre du cours. Donc, on ne pourra pas vous montrer encore comment faire ces optimisations-là, mais éventuellement, quand vous allez travailler avec des serveurs web, des bases de données, c'est le genre de choses que vous allez pouvoir faire, parce que vous allez pouvoir décider de juste fournir un certain nombre de données à la page web à la fois pour pas qu'elle ait besoin de charger une éternité de données d'un seul coup, ce qui vous donne une page web qui, dans le fond, charge beaucoup plus lentement. Ceci étant dit, si vous exécutez le code que j'ai mis sur un ordinateur plus fort, qui n'est pas en train de faire un enregistrement vidéo, vous allez assurément avoir des bonnes performances. Moi, si je l'exécute sur un autre ordinateur que j'ai ici à la maison, c'est clair que je suis capable de le faire charger excessivement rapidement. C'est sûr que sur mon ordinateur ici, sur lequel je fais mes enregistrements, c'est un peu un ordinateur patate, ben, je vais avoir les performances que je suis capable d'avoir. Euh, donc, ça conclut la vidéo sur les performances puis comment on peut manipuler le DOM, comment on peut aller chercher des éléments au niveau du DOM. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même pendant la vidéo, pendant certains éléments, quand je faisais des tests juste avant, j'étais obligé de faire des recherches sur le web. On peut pas connaître tout ça par cœur. Il faut juste connaître qu'on est capable de le faire. Si vous êtes capable, effectivement, de savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Pour ça, vous avez juste besoin de faire une petite recherche rapide sur votre engin de recherche préféré et vous allez avoir toutes vos réponses qui vont être là pour vous aider. Donc, rappelez-vous de ça. Et si vous avez besoin d'aide, comme d'habitude, vous pouvez me contacter. Et je vous souhaite de passer une bonne journée.